Abdelhamid Dakar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Les conditions de détention, c'est un sujet que vous connaissez bien. Quand je vous ai dit que vous alliez être seul en plateau ici, vous m'avez dit j'ai l'habitude, j'ai passé 12 ans à l'isolement. 12 années à l'isolement sur 27 années de détention. Quasiment la moitié de la peine. Hein. Vous avez fréquenté 45 établissements, 50. 50 même établissements pénitentiaires, excusez-moi. Vous avez fait 4 tentatives d'évasion, je crois, et multiplié les grèves de la faim pour justement protester contre ces conditions de détention. Et surtout, on voulait vous inviter parce qu'il y a 10 ans, en 2006, vous avez été l'initiateur et le rédacteur d'un texte très fort qui s'est appelé « Les perpétuités, l'appel des perpétuités de Clairvaux », dans lequel vous appeliez au rétablissement de la peine de mort et qui commençait ainsi. À ceux de l'extérieur, osant affirmer que la peine de mort est abolie, silence. On achève bien les chevaux. Assez d'hypocrisie, dès lors qu'on nous voue une réalité à une perpétuité réelle, sans aucune perspective effective de libération à l'issue de notre peine de sûreté, nous préférons encore en finir une bonne fois pour toutes que de nous voir crever à petit feu, sans espoir d'aucun lendemain, après bien plus de 20 années de misère absolue. À l'inverse des autres pays européens, derrière les murs gris de ces prisons indignes, la République des Lumières et des Libertés de 2006 nous torture et nous anéantit tranquillement en toute apparente légalité au nom du peuple français, en nous assénant, en fonction du climat social ou à la faveur d'un fait divers ou encore d'échéances électorales, mesures répressives, sur le fondement du dogme en vogue du tout répressif, érigé en principe premier, supplantant tous les autres. Qu'on se rassure de nos jours, ici, même les mauvaises herbes ne repoussent plus, il n'y a que le noir et le désespoir. De surenchère en surenchère, la machine à broyer l'homme a pris impitoyablement le pas. C'était en 2006, et 6 ans plus tard, vous êtes sorti de prison, vous avez regoûté à la liberté. Est-ce que vous regrettez, aujourd'hui en 2016, d'avoir signé ce texte? Absolument pas. Absolument pas. Lorsque vous venez de le relire, je le revivais parce que je l'ai effectivement rédigé, j'ai mis du temps, parce qu'il fallait que je trouve les bons termes de manière, les bons termes mais qui reflétaient une véritable réalité de notre quotidien, hein, donc sans acrimonie particulière. Donc je voulais faire un peu... comment dirais-je, transparaître à l'extérieur, à l'opinion, en disant « Regardez ce qui se passe ici. Vous êtes en train de créer des comités de soutien à l'extérieur. Vous vous mobilisez parce que dans tel ou tel État de la liberté des États-Unis, on exécute ou on met dans les couloirs de la mort des gens. » Je dis « Mais ici, on nous tue. » Je dis « Ici, et il l'a reconnu, Badinter. » Parce que, fut un temps, on disait, il a aboli la peine de mort. Un jour, je lui ai écrit, je dis, il était à l'époque au Conseil constitutionnel, je dis, sauf erreur de ma part, je dis, vous n'avez pas aboli la peine de mort, vous avez aboli l'instrument, la guillotine. Du moment qu'elle existait, si vous faites une comparaison en pourcentage de chiffres sur la population pénale qu'il y avait à l'époque et combien décédaient comparé à aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plus de morts en pourcentage aujourd'hui depuis que la peine de mort n'existe plus. Alors, conclusion, on en tire un constat, et le constat il est le suivant, c'est que nous, moi en particulier, qui a observé ça pendant 3 décennies, 3 décades, j'ai été témoin de l'allongement des peines et autre chose qui n'est pas pareil, de l'allongement de l'exécution des peines. C'est 2 choses différentes. Qu'est-ce qui n'était, pour reprendre ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui n'était pas supportable pendant toutes ces années? Alors, déjà, tout à l'heure j'écoutais, mais tout se rejoint. Il y a une hypocrisie, une irresponsabilité totale de ceux à qui on confie les rênes du pays. Ils sont là de surenchère en surenchère. Je vais construire 10 000, je vais construire 16 000. La prison, c'est comme la nature, elle a horreur du vide. Vous mettez 1 million de places de prison, eh ben, il y aura 1 million de personnes dedans. Parce que vous trouverez toujours quelqu'un à mettre dedans. Alors, soit il y a des gens sensés, intelligents, ceux qui ont compétence dans le domaine pour établir
on va dire un certain chiffre, on va dire 80, 100 000 au prorata de la taille de la France et un peu de son terreau de délinquance, etc. On va construire 100 000 places. OK, mais à ce moment-là, comme l'a dit le directeur, ça fait, et comme une ancienne, comme on dit, ça fait 30 ans que je l'entends, numerus clausus. Et pourtant, les directeurs de prison, ils sont pour, je le sais, j'ai discuté avec bon nombre d'entre eux, enfin, du moins certains, mais ils ne maîtrisent pas tout. Des fois, quand des flics arrêtent des gens, ils mettent la pression sur le parquet met la pression sur le juge d'instruction ou sur le JAP ou autre magistrat qui a compétence sur telle ou telle affaire précise ou à prendre telle décision. Et en bout de chaîne arrive à la prison et dit ah ben non, on vous envoie du monde même s'il n'y a plus de place. C'est parce qu'il y a trop de monde. Alors, c'est les 9 mètres carrés face au vide dont parlait... L'hypocrisie, vous avez quelqu'un qui aspire à être président de la République demain, qui est pour moi un escroc phénoménal, un vrai Tartuffe. Il arrive au pouvoir, il dit tout de suite à chaud, les caisses de l'État sont vides. Je suis à la tête d'un pays qui est en faillite, les caisses sont vides. 5 ans plus tard, quand ils quittent le pouvoir, tous les deux, ils laissent une ardoise de 700 milliards en plus. Ils sont co-responsables les deux. Là, je les entends à la télévision, ils surenchèrent sur Juppé, il dit « je vais construire 16 000 places ». Mais où tu vas le chercher cet argent? Hollande, il ne laissera rien, il n'y aura pas grand-chose. Et le déficit actuel, ce qu'on emprunte s'ajoute à ce qui s'est passé par la suite, ben oui, ben la France, elle envoie de cessation de paiement à ce tarif-là. Alors on en vient en prison, parce que, et ça fait même partie, le budget du ministère de la Justice, Juppé dit qu'il veut l'augmenter, le mettre à tel niveau, à tel niveau. Mais ça fait 30 ans qu'il fallait le faire, ça. On est je crois, sauf erreur de ma part, 27e budget sur 34 pays sur la zone européenne. Au-delà de la question financière, Monsieur Accart, puisqu'aujourd'hui, cette soirée est placée sous le signe du sens de la peine. On a parlé des courtes peines, de la difficulté de lui donner du sens. Vous avez fait une longue peine, une très longue peine même. Alors, est-ce qu'on peut, après 27 années de détention, se réinsérer? Là où je suis révolté, c'est que c'est vrai qu'il y a des infractions au quotidien qui sont commises et qui exaspèrent les gens, etc., la société. Voilà, ça c'est vrai. La réponse. Condamnation, ok, peine, tu as commis une infraction, tu dois être réprimé, okay. Mais pas pour seule réponse, la prison. Mais pas pour seule réponse, parce que vous ne rendez pas service à ce détenu, déjà... Pourquoi il a commis, pourquoi il fait des répétitions de conneries, etc., etc. Pourquoi on ne cherche pas d'abord les causes avant de voir les effets? Peut-être qu'il est déjà en souffrance, en fragilité. Vous allez donc le mettre dans un environnement criminogène où il va être endurci et non pas craindre la prison. J'ai bien dit endurci. Et en fait, vous ne rendrez pas service à cette personne, ni à son environnement, ni pour le peu de choses, de liens qui lui restaient, ni à la société, in fine, puisque au final, elle leur verra devant et peut-être pour des faits autrement plus graves. Moi, je l'ai observé, ça. Et vous n'en avez rien retiré? Alors, moi, lors de la conférence de consensus, j'avais été convié, on m'a demandé de faire, et j'ai été désigné comme rapporteur de détenus, donc on a fait des réunions et on a fait émerger certaines propositions. Donc, on m'a demandé à moi de faire d'avoir ce travail-là. Voilà, donc j'ai un peu travaillé avec cette conférence de consensus. Ensuite, on a mis mes propositions sur le site du ministère de la Justice et sur la base de celle-ci, notamment sur les petites peines, je m'étais un peu réjoui de dire, bah tiens, on va substituer l'emprisonnement, petite peine, et ces peines, on va les convertir, soit en travail d'intérêt général, on trouvera toujours un système quitte à innover. Mais c'est contre-productif. Quand quelqu'un, alors moi j'ai dit de 1 à 3 ans, c'est contre-productif.
Le gars, vous lui mettez un bracelet, de telle heure à telle heure, il est enfermé chez lui, de telle heure à telle heure, ben, tu vas à la mairie, tu vas balayer, on trouvera toujours quelque chose à lui faire faire. Et enfin, et c'est vrai, tout à l'heure, la dame qui était ici, quand elle parlait du budget ministériel de justice, il est très restreint. Dans ce budget ministériel de justice, il y a ce qui est imparti à l'administration pénitentiaire. Donc, il faut voir les batailles d'influence syndicales, pénitentiaires, hein, je parle. Hein. Moi, j'ai assisté à des tas de choses. On a parlé des courtes peines. Et pour les longues peines, la problématique se pose différemment. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas le temps pour une peine courte de mettre en œuvre une problématique de réinsertion. Sur 27 ans, on peut imaginer qu'à l'inverse, on a tout le temps de préparer la sortie. Alors quand vous êtes sorti, vous, 27 ans après, quand vous étiez rentré, il n'y avait ni Internet, ni téléphone portable, vous vous êtes retrouvé comme ça, j'imagine, dans la rue. Comment ça s'est passé? Comment on peut revivre, redonner un sens à vie? J'ai jamais eu dans ma cellule de téléphone. Jamais. Je pouvais en avoir tous les jours. Jamais. Parce que fut un temps, quand j'avais arrêté de m'exprimer par les actes violents, puisqu'un jour je tombe sur un directeur de prison qui m'avait connu avant qu'il soit directeur de la centrale et à l'extérieur. Donc il a réussi à me persuader, à me convaincre, et l'idée a fait son chemin dans ma tête. Et c'était à un moment donné où je commence à faire un travail d'introspection sur moi pour comprendre le sens de ma vie, où j'ai fauté, qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Au bout de combien d'années? Franchement, c'était exact. Moi, je me rappellerai tout le temps de l'année, c'était 99. Donc, au bout de 14-15 ans. Un directeur de prison a dit un jour, à juste titre, et à raison, peut-être pas, c'est pas transposable à tout individu, qu'au-delà de 15 ans, la peine n'a plus de sens. Moi, on m'a gardé 28 mois gratuitement. Et comment ça s'est passé, pour reprendre la question de Mickaël, à la sortie? Qu'est-ce que vous avez fait? Quels sont vos souvenirs de ces moments-là? Alors, moi, je l'ai mérité quelque part. Hein. Moi, les 15 premières années, j'avais bonne conscience. Je n'étais que le produit de la société. J'ai rien à me reprocher. Voilà, donc on est en train de me faire ça, ben, je riposte à ma manière, avec les moyens dont je dispose, voilà. Puis un beau jour, donc j'ai commencé à véritablement raisonner et à percevoir certaines choses. Il y a eu un déclic, c'est lors de ma dernière tentative d'évasion avec arme, j'apprends que ma mère elle avait appris ça, qu'elle a eu un coma diabétique, etc. Puis je me dis, ben, le meilleur moyen de lui rendre service, c'est de continuer comme je fais, et comme ça je la tue. Et là, ça m'a mis un électrochoc total. J'étais au mitard, donc suite à cette tentative avortée, voilà. Et là, le travail a commencé, donc vers 14-15 ans. Et là, j'ai compris que c'est pas la société qui m'a mis une arme sur la tempe, qui m'a dit va braquer des banques, voilà. Donc moi, j'ai causé du tort à autrui, je le reconnais, je le regrette, je le dis encore 4 ans plus tard, parce que je le ressens profondément. J'ai fait du mal aux miens et j'ai détruit ma vie. Est-ce que vous savez ce que sont devenus les 9 autres signataires de cet appel? Alors, je suis en contact avec l'un d'eux, qui est ingénieur informatique, qui fait de la sécurité informatique. Voilà. Et les autres, non. Est-ce que certains sont encore en détention aujourd'hui? Oui, certains décédés, certains en détention. Je vais vous dire, moi, je n'avais pas d'amis en prison. Moi, j'avais mon comportement à moi, j'avais ma guérilla que je menais de manière judiciaire, j'utilisais quand j'avais décidé de changer du tout au tout, et je me suis dit dorénavant, à partir d'aujourd'hui, donc je vais utiliser les voies légales et non plus extrajudiciaires pour faire valoir mes droits, et puis où ils auront raison de moi, où je sortirai, mais je sortirai par la porte. On a beau venir me faire des propositions de tentatives, de nouvelles évasions, etc. J'ai décliné des histoires de bandes, de trafic. J'ai toujours été en dehors de ces choses-là. Voilà. Donc, moi, quelque part, lorsque je suis sorti, et faut pas croire que je suis réparé, j'en bave encore au quotidien.
Comment? Bon, moi, il est vrai, moi j'avais reconnu par rapport à à une sortie chaise, il ne faut pas laisser sortir quelqu'un qui a fait des peines extravagantes ou importantes de manière comme ça. Mais vous avez été Moi, accompagné, par j'ai eu un exemple? bracelet. Ouais. Ce bracelet, c'est vrai qu'on me l'a gardé 1 an. J'ai estimé qu'au bout de 6 mois que c'était trop parce que j'avais pas de vie sociale, affective et autres, etc. Mais les 6 premiers mois, ça m'a parce que j'en prenais au quotidien plein la gueule. Je comprenais rien. Mon cerveau, moi qui a été dans un bocal de formol pendant 27 ans, qui est habitué à une information, à un événement au quotidien, là, je me retrouve avec un milliard d'informations à gérer. Donc j'étais dépassé, c'est le terme. Donc le soir en rentrant, je travaillais dans une boîte où j'étais chargé d'études. Lorsque je rentrais, vers 19, on m'a aménagé un peu les horaires par la suite, vers 18-19 heures, eh ben, ça me permettait de faire mon bilan de la journée, puis de chercher à comprendre, etc. C'est vrai que les 6 premiers mois, il a été d'un bienfait évident, en tous les cas pour moi. Au-delà, j'ai été faire les remarques au JAP en disant, mais il me dit, regarde, moi, la loi prévoit de 1 à 3 ans, ne me permet pas de moduler. Voilà, donc fais une proposition pour permettre au cas par cas, en fonction des individus, à un JAP de pouvoir moduler, que c'est peut-être pas nécessaire d'aller au-delà de 6 mois. Voilà. Donc, en tout état de cause, je l'ai gardé 1 an, puis ironie du sort, le dernier jour, lorsque je me rends à la maison d'arrêt, en me tend un ciseau, je dis pourquoi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Bah, tu vas prendre le pied, t'en as rêvé. Je sais pas moi, c'est mon pied, parce que je faisais des cauchemars. J'avais comme un sentiment de rejet, j'ai failli l'enlever à plusieurs reprises, mais involontairement, quoi. Et sentir comme une chaîne encore à ma jambe. Voilà, donc oui, on ne peut pas oublier 28 ans, surtout dans les conditions où je les ai passées. Voilà, et donc, oui, sur le nombre de places, il faut le définir, il faut définir les moyens, il faut définir des responsabilités, il faut faire, puisqu'on nous prend des choses qui nous arrangent dans tel ou tel pays, sur des matières économiques ou alors répressives, ben, qu'on fasse aussi comme dans certains pays, notamment d'Europe, qu'on dise à des magistrats et même à des surveillants de prison de venir passer 2-3 jours en prison, vraiment, comme ça on sait ce que c'est l'enfermement absolu. La prison en 30 ans, elle a changé? C'était la même au début et à la fin? Elle s'est dégradée ou elle s'est améliorée? Oui. C'était la même? Non, elle a changé. Non, elle s'est dégradée, oui. Et à 30 ans, on pouvait encore être motivé pour faire des formations, des cours, apprendre, s'instruire, etc. Et la CAM est arrivée par là, donc ça a altéré les mentalités, tout a changé. Il y a un changement d'époque, changement de génération. C'est vrai que... c'est les détenus, vous voulez dire, qui ont changé ou bien c'est vous l'administration? savez, une prison, c'est les détenus qui font la prison. C'est pas les surveillants, c'est les détenus qui font la prison. Moi, je sais, j'en parle en connaissance de cause. C'est quoi, ça Moi, s'est avec durci? 5-6 mecs, si on veut, on prend la prison, on prenait la prison. Ça s'est durci? Non, il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller, il y a une démission aussi bien des services de l'État que c'est la pédagogie qui manque énormément et l'intérêt qu'on peut porter à l'individu. Moi, lorsque j'avais fait ces propositions à la conférence de consensus, je disais que la première des violences quand on enferme quelqu'un, c'est justement l'enfermement. La deuxième, c'est quand on l'amène au greffe et qu'on lui donne un numéro d'écrou, il n'a plus d'identité. Mais ça travaille dans la tête. Parce qu'on tourne entre nous, on discute. Et quand on vous appelle même pas par votre nom. Numéro d'écrou. Vous êtes marqué. Donc, effectivement, pendant longtemps, la prison s'est évertuée à faire en sorte que rien ne transparaisse à l'extérieur. Tout était en autarcie, en huis clos. On ne voulait pas que des intervenants extérieurs entrent. Puis avec des luttes, avec aussi bien des luttes internes que des gens de la société civile à l'extérieur,
comme par exemple l'OIP, s'il n'existait pas, je vous passe la formule, il aurait fallu l'inventer, des gens honorables qui font un travail harassant, qui constituent aussi un sacré outil d'alerte pour les pouvoirs publics dans l'intérêt général. Voilà, et ils font véritablement un travail monstrueux, et je vous dis que sans eux, la prison serait dans des dérives encore beaucoup plus importantes, avec des drames beaucoup plus importants. Voilà. Bon, et ben c'est sur cet hommage que l'on termine ce deuxième plateau. Merci beaucoup. Hein. Oui, allez-y, je vous en prie. Juste terminer sur la question des intervenants. La prison doit s'ouvrir, ça n'a rien à cacher. Il est quand même inconcevable lorsque on s'évertue à prôner le principe de territorialité de la loi pénale, en disant que la loi pénale s'applique sur toute l'étendue du territoire français, et le principe d'égalité de traitement. Comment dans une prison, ils ont un règlement intérieur, dans une autre prison, ils ont un autre règlement intérieur. Quand vous les comparez, il n'y a quasiment rien de similaire. Que ce soit sur les parloirs, sur les mouvements, sur les promenades, sur les activités, sur la vie intérieure tout court. Mais normalement, il doit y avoir un seul règlement intérieur. Et il n'a jamais été soumis au contrôle du juge administratif. Il faut que les détenus attaquent le règlement intérieur, comme j'ai pu le faire, pour dire là, il y a un excès de pouvoir manifeste, telle mesure, telle mesure. Fut un temps, lorsqu'on réclamait les fiches pénales, là aussi, les juges devraient se pencher là-dessus. Ça, c'est monstrueux, de garder des gens arbitrairement, puisque les magistrats du parquet sont si pris et peu nombreux qui délèguent une partie de leur travail, à savoir la consultation et le suivi des fiches pénales, au personnel pénitentiaire qui n'est ni formé, qui n'est pas habilité et qui n'a pas le pouvoir, en vertu de la loi, de pouvoir donc, on nous a dit que ce sont des documents administratifs. J'ai amené l'affaire devant le tribunal administratif qui a dit non, il y a des données judiciaires. Et il se réfugiait là-dessus pour ne pas communiquer les fiches pénales aux détenus qui le demandaient. On a obtenu, grâce à il y a des avocats courageux, consciencieux, qui arrivent quand même à aller dans les prisons et à ruer dans les brancards et à sonner l'alarme quand le besoin s'en fait sentir. Ok, bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup Abdelhamid Akkar donc pour ce témoignage et pour votre venue. Avant de passer à la dernière partie de cette soirée, je vous rappelle comment nous réussissons, vous pouvez rester assis, hein, comment nous réussissons donc collectivement à faire ce journal, à écrire et à monter tous les jours le journal et le mercredi les émissions hebdomadaires en direct. C'est donc bien sûr grâce à vos abonnements. Et sans sortir mes moustaches, je vous rappelle que tout Mediapart, ses articles, ses archives, ses vidéos sont accessibles à partir d'1 € par mois. Il suffit pour cela de vous abonner. Donc tout ceci est très bien expliqué sur notre site internet. Voilà, je vous laisse encore une fois en vidéo en compagnie de M. Perben, Mme Guigou, M. Nallet, M. Chalandon, tous d'anciens gardes des Sceaux, et qui dressent un constat assez accablant sur l'état de la prison, avant d'attaquer notre troisième et dernier plateau consacré aux alternatives à la prison et aux idées de nos voisins européens pour faire mieux que ce que l'on fait actuellement. A tout de suite.